Jouan. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. D'un côté, un mouvement qui s'essouffle, mais qui ne désarme pas, qui se radicalise et sur lequel souffle désormais un vent mauvais d'antiparlementarisme. De l'autre, un débat qui prend, qui s'installe, des attentes, des requêtes à foison, plus de 800 000 contributions sur le site du Grand Débat National, plus de 4 000 réunions organisées sur tout le territoire et un président, un gouvernement qui s'engouffre dans la brèche pour défendre leur politique, mais aussi, promet-il, pour entendre ce que les Français ont à leur dire. Mais avec quoi dans la besace? Avec quelles propositions précises en matière de renouvellement démocratique, de transition écologique, de pouvoir d'achat dans un contexte économique contraint? Quels outils, quelles solutions pour retrouver un consensus républicain qui sortirait notre pays de la crise? Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes ministre du Travail. Nous allons évoquer avec vous les issues possibles, attendues du Grand Débat National qui a été lancé par le Président de la République. Nous parlerons évidemment avec vous également des dossiers dont vous avez la charge, du travail, de l'emploi, négociations assurance chômage, en cours actuellement entre les partenaires sociaux. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Et Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Damien Fleureau qui vous pose la première question. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Alors la limite a été franchie, ce sont les mots du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, dans le journal du dimanche. Son domicile en Bretagne a été incendié en son absence vendredi. Il s'agirait d'un acte criminel. Toute la classe politique condamne, mais comment qualifier ce climat qui vise les élus de la République et qui sont en fait les responsables de ces débordements, de ces actes criminels? Je crois qu'il y a une petite minorité, mais très active dans ce pays, qui est contre la démocratie et la République. Parce que comment on peut prétendre être pour la République, la démocratie, s'attaquer aux institutions, on l'a vu, l'Arc de Triomphe il y a quelques semaines. Et maintenant, c'est les biens et c'est les personnes. Il y a près de 60 députés de différents bords qui ont été menacés ou attaqués personnellement, y compris devant leur famille. Une minorité, mais politique, politisée. Alors, je pense qu'il y a un mélange de radicalisation politique ou d'extrême. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a une espèce d'autorisation à la violence. Et là, ça nous concerne tous comme citoyens. Parce que si on accepte que le mode d'expression pour dire ce qu'on a à dire, soit la violence, il n'y a pas d'issue pour la République et la démocratie. Et je pense que la très 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 grande majorité des Français, ils sont attachés à dire leurs mots, à le dire fort et haut, y compris dans la rue, mais de façon démocratique. Donc je crois que c'est plus qu'une condamnation, c'est évidemment une condamnation, mais je crois qu'il faut que chacun d'entre nous réfléchisse. Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer? On ne peut pas tolérer des menaces sur les personnes et leurs proches, comme on le voit se multiplier depuis quelques semaines. De l'anti-parlementarisme, de l'antisémitisme aussi. On a vu encore ce week-end des graffitis, on avait vu des drapeaux, en général, des propos. Le racisme, l'antisémitisme, l'antiparlementarisme, tout ça, ça va ensemble. Muriel Pénicaud, chaque semaine on condamne, chaque semaine on s'indigne, et à nouveau on voit dans certains cortèges, en marge de certaines manifestations, eh bien ce type de propos, ces écrits. Oui, c'est une petite minorité. La justice fait son travail, la police aussi. Donc il y aura beaucoup de condamnations. Il y a des lois dans la République et on ne peut pas insulter, menacer ou attaquer les personnes. Et ça, c'est le socle de sécurité dont on a tous besoin. Mais derrière ça, je dirais que le sujet, c'est quelles sont les formes d'expression de la démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que si on est attaché à la démocratie, il faut défendre le parlementarisme. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est élire des parlementaires, des députés, des sénateurs, comme on élit son maire, ou on élit le président de la République. Si le fait de voter n'est plus un acte majeur, à ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. Ça s'appelle l'anarchie ou la dictature. Et je crois qu'on l'a oublié parce que pour nous, c'est normal, on est tous nés avec la démocratie. Voter, on le voit plus comme un devoir, parfois comme un droit. Mais je crois qu'il suffit de voyager beaucoup dans le monde, et je l'ai beaucoup fait, pour se rendre compte et connaître l'histoire, pour se rappeler à quel point nos prédécesseurs, nos ancêtres, il y a 2 siècles, ils se sont battus pour que tout le monde puisse voter. Mais vous la sentez en danger aujourd'hui, cette démocratie en France? Je pense que ce qui est dangereux, c'est la tolérance à la violence. Et ça menace la démocratie. Je pense que aujourd'hui, on a besoin de cette démocratie représentative. Alors on a besoin aussi, et clairement c'est l'enjeu du grand débat, d'améliorer ou de compléter, de nourrir cette démocratie représentative, donc ceux qu'on élit,
par la démocratie participative, c'est-à-dire pas simplement donner un mandat pour 5 ans ou 4 ans ou 6 ans selon les élections, et puis aussi la démocratie sociale avec les associations, les partenaires sociaux. Donc on a besoin de réinventer ou de nourrir notre débat démocratique de façon beaucoup plus forte. Mais faisons-le en construisant. Détruire et la violence n'a jamais rien résolu. Alors moi je crois dans le sursaut des Français sur le sujet. Nicolas Barré. Alors justement, hier il y a encore eu des manifestations de Gilets jaunes avec moins de monde, encore une fois que la semaine précédente, 51 000 dans toute la France, 4 000 à Paris. Mais en même temps, de plus en plus de gens le disent, d'ailleurs, ils en ont assez de ces manifestations tous les samedis, des rues bloquées, des pillages, des sirènes, etc. C'est votre cas aussi, vous vous dites, bon ça suffit, on a compris, on passe à autre chose. Moi, là c'est la ministre du Travail qui va parler. Je suis également inquiète en dehors des aspects de démocratie de l'effet sur l'emploi. C'est clair qu'on a les 2 derniers mois de l'année sont mauvais en termes d'emploi parce qu'il y a plein d'emplois qui n'ont pas été créés, qui devaient être créés, notamment dans les commerces, dans l'artisanat, dans la petite industrie. C'est quoi, c'est des dizaines de milliers? Alors, on n'a pas encore le chiffrage complet, oui, mais c'est cet ordre de grandeur-là. On a 65 000 personnes menacées de chômage technique. Les effets se voient au fur et à mesure. Il y a eu tous les emplois qui n'ont pas été créés. En lien direct avec les manifestations du samedi. La confiance des entreprises pour embaucher, et puis quand vous avez les commerces fermés, les centres-villes fermés, ou la menace que ça soit fermé, vous croyez que ça donne confiance pour embaucher? On ne peut pas embaucher si son magasin va être fermé. Donc je crois qu'il faut aussi... Il faut accepter que toutes les choses ont des conséquences. Manifester, c'est un droit formidable. On est heureux d'être dans une république où on a le droit de manifester. Mais attaquer et bloquer, et ceci pendant samedi après samedi, oui, c'est aussi contre l'emploi. Mais c'est une forme d'abus du droit de manifester, c'est ce que... Non, parce que heureusement, dans notre Constitution, le droit de manifester, il est sans limite, mais d'abord, on n'a pas le droit de manifester sans le déclarer. Ce week-end, on a vu ressurgir des manifestations non déclarées. Et deuxièmement, moi, j'en appelle surtout à tous les Français, parce qu'il y a une toute petite minorité. C'est quelques... quand il y a 10 000 personnes, c'est très très peu par rapport à 66 millions. Mais je crois qu'il ne faut plus tolérer ces violences, parce que l'opinion publique, ça compte. Parce qu'au début... les premières semaines, les Gilets jaunes, il y a beaucoup de gens, moi je l'ai rencontré, on en a tous rencontré, on les voit aussi dans les débats, qui sont des gens sincères, pacifiques, qui veulent plus de démocratie, qui veulent plus avoir leur mot à dire, qui ne sont pas contents sur certaines choses. Ça, c'est beau, ça c'est la démocratie, c'est le débat et c'est les mesures à prendre. Et puis, il y a une minorité qui s'est engouffrée dedans, qui en profite, et je crois que là, ça suffit. Mais Muriel Pénicaud, vous venez de le dire, hier encore, certaines manifestations n'étaient pas déclarées. Alors, votre majorité s'est fracturée cette semaine sur la loi anti-casseurs. Non, elle ne s'est pas fracturée. 50 abstentions, un début de fronde. Mais en tout cas, est-ce que d'abord c'est un début de fronde et écart. On a accusé beaucoup de députés de notre majorité d'être, comme on dit, des godillots, des béni oui-oui qui suivaient, etc. Heureusement qu'il y a des débats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir porté 3 projets de loi à l'Assemblée nationale depuis 20 mois. Je peux vous dire qu'il y a des sacrés débats. Oui, mais jusque-là, tout le monde votait comme un seul homme, ou presque. L'abstention sur un sujet, heureusement, les opinions peuvent s'exprimer. Après, la loi a été largement votée. Il y a 350 députés qui ont voté pour. Personne n'a voté contre. Et puis, sur d'autres sujets, c'est d'autres expressions qui s'expriment. Expressions, d'accord, des expressions diverses. N'empêche que sur la loi actuelle, qui normalement oblige les manifestants à déclarer leur défilé, cette loi-là n'est pas appliquée. Vous n'arrivez pas à la faire appliquer. Du coup, on a du mal à vous situer. Vous êtes laxiste ou vous êtes ferme en matière d'ordre public? Alors, certains diront l'un, certains de l'autre. Ça veut dire qu'on a un certain équilibre. Il faut les deux. Par contre, on fait la différence. Il y a des cortèges qui sont déclarés. Et là, c'est le droit de manifester. Les autres, il y a des interpellations. Il y a un certain nombre de mesures. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sous menace de poursuites judiciaires. Damien Fleuron. Vous avez participé, c'était jeudi, à un débat avec des jeunes en présence du président de la République. Les jeunes, ces grands absents finalement de cette consultation nationale qui se termine le 15 mars, de ce grand débat. Et quand ils votent, ces jeunes, ils se tournent plus facilement vers les partis aux extrêmes, notamment le parti de Marine Le Pen. C'était le cas à la présidentielle. Comment pourrez-vous faire pour convaincre cette partie de la population que la solution, ce n'est pas le parti de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, mais votre camp finalement? Alors je crois d'abord que le débat de jeudi à Étang-sur-Arroux avec le président de la République qui était passionnant, qui a duré 5 heures, il y avait 1000 jeunes.
il y avait des jeunes de tous les horizons. Il y avait des jeunes en apprentissage, lycéens, étudiants en apprentissage, mais il y avait des jeunes des écoles de la deuxième chance, de l'EPID, des écoles de production, qui sont des jeunes qui ont, entre guillemets, raté la marche scolaire, ou c'est l'école qui n'a pas su faire, et qui retrouvent un espoir et retrouvent une dynamique. Donc il y avait des jeunes il y avait aussi le lycée agricole. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que on disait depuis des semaines, ils veulent pas participer au débat, ils ont rien à dire. C'est faux. Ils ont beaucoup de choses à dire. Mais ils ne participent pas au débat, c'est vrai. Ils participent peu au débat tels qu'ils ont été institués. Dès qu'on leur donne la parole, je peux vous dire qu'au bout de 5 heures, il y avait toujours autant de mains qui se levaient mais pour dire je veux parler. C'est peut-être parce que l'organisation de ce débat n'est pas adaptée, n'est à leur je crois organisation. Que moi, ce qui m'a frappé, c'est que quels sont les thèmes qu'ils abordent. Parce que c'était les questions libres, donc on a eu 5 heures de questions libres. Ils abordent beaucoup les questions évidemment de parcours scolaire, apprentissage. J'en profite pour dire que ça a été l'occasion de saluer les plus 6% d'apprentis dans les chambres de métiers, les plus 18% dans les compagnons du devoir. Notre réforme de l'apprentissage commence à porter ses fruits et j'en suis contente. C'est autant de jeunes et autant d'entreprises pour lesquelles ça dessine un avenir. Mais dans les thèmes qu'ils ont abordés, il y a ces thèmes-là qui sont un peu évidents puisque c'est les thèmes de leur quotidien. Beaucoup le thème d'accès aux études, accès à la mobilité, au transport. On était en zone rurale, donc ce sujet-là est sorti beaucoup. Et puis les sujets du handicap. Il y a eu des témoignages extrêmement émouvants autour de l'autisme, de la dyslexie, la souffrance que ça peut représenter. Et là, des jeunes qui osent dire comme ça, devant 1000 personnes, et le président de la République, les souffrances qui sont... Il y a eu une émotion dans la salle. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, ils ont envie de dire des choses là-dessus. Ils ont envie de dire des choses sur l'environnement. Donc je crois qu'il faut des formes adaptées. Il commence à avoir un certain nombre d'établissements qui font aussi des débats avec les jeunes. Et je crois, ça m'a donné confiance. Voilà. Quand on veut un débat comme ça, on a une jeunesse qui a envie. Par contre, c'était intéressant, à la fin du débat, certains disaient... ils venaient de faire 5 heures de débat politique, en étant sur les sujets de société. Et ils disaient, mais nous, on n'est pas intéressés par la politique, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas le lien, spontanément, entre les sujets de société et la politique. Or, que traite de la politique ? La vie en société. Et donc c'est là où il y a une reconquête à faire, qui est la politique, c'est pas les chicailleries qui croient, c'est dessiner son avenir, et c'est quand même le leur qui est le plus important, parce que c'est eux qui vont vivre le plus longtemps par rapport à nous. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour essayer d'y voir plus clair sur les propositions que le gouvernement pourrait faire à l'issue de ce grand débat. Le Grand Rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Avec les plantes, Clarins fait pousser la beauté. Christian Courtin-Clarins, président du conseil de surveillance. Avec les plantes, on embellit les femmes et le monde. On gomme le temps des saisons sur un visage, on affine une silhouette, on protège un enfant du soleil, on fait des merveilles. Et pour cela, il faut la science, la curiosité, la ténacité des chercheurs Clarins. Il faut extraire du cœur de chaque plante son secret de beauté, son actif le plus rare et le plus efficace, dans le respect de la biodiversité. Parce que quand on protège la nature, on protège le futur, les générations à venir, nos enfants. C'est l'engagement du groupe Clarins pour une beauté responsable. Faire plus, faire mieux et aimer le faire, voilà le credo de Clarins. Et si, comme Mathilde, vous commenciez une vraie histoire ? C'est moi qui l'ai contacté. On s'est rencontrés le soir même. De retour à ma voiture, j'envoie un texto à ma maman en lui disant « Maman, j'ai rencontré l'homme de ma vie ». Faites comme les 8 millions de couples qui se sont rencontrés sur Mythique. Téléchargez l'appli et rencontrez des célibataires qui, comme vous, veulent vivre de vraies histoires. Plus de détails sur mythique.fr. Ce matin, dans le journal du dimanche. Fermeture d'hôpitaux, ce que disent les chiffres. Pourquoi le nombre d'établissements continue à baisser? La solution du gouvernement, 500 hôpitaux de proximité, le coup de colère des élus locaux. Et dans le JDD, Carlos Ghosn, la lettre choc qui accuse Nissan. Le journal du dimanche, en kiosque et sur nos applications mobiles. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'invitée du Grand Rendez-vous. Une question de Nicolas Barré. Oui, on vient d'aborder la question de ce grand débat qui est en cours en ce moment. L'une des issues de ce grand débat, ça pourrait être d'organiser un référendum. Est-ce que vous seriez pour ? Alors moi, j'ai une conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir une seule sortie. Parce qu'il y a des sujets qui sont de l'ordre institutionnel,
qui pourront être intégrés dans la réforme de la Constitution qui est prévue au printemps. Il y a 2 sujets qui relèvent des partenaires sociaux. Par exemple, on a commencé une négociation avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales sur l'accès au transport. C'est quand même de là que c'est parti, les Gilets jaunes. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 tiers des salariés qui vont en voiture à leur travail. La plupart du temps, ils n'ont pas le choix. Il faut trouver des moyens de faire la transition écologique sans que ça pénalise les salariés. Donc, il y a des sujets qui vont être de cet ordre-là. Il y a des sujets qui peuvent être de l'ordre de référendums locaux. Le président n'a pas exclu un référendum national, mais en tout cas, je ne sais pas s'il y en aura un ou pas, mais l'erreur, ça serait d'en faire la baguette magique. Je ne crois pas, avec la richesse du débat, avec la richesse des propositions, avec l'envie de participer qu'on voit chez tous les Français sur le terrain, qui est extraordinaire dans ces débats, eh bien, je crois que de toute façon, il faut une multiplicité de sorties. Et un référendum sur vos sujets, la retraite à points par exemple, ça pourrait être un sujet de référendum ? Alors, la difficulté du référendum, c'est très bien si un problème peut se résoudre par oui ou non. Regardez le Brexit. La réponse était oui ou non, on sort. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Britanniques qui regrettent un peu leur oui-non, parce que c'est sur les sujets compliqués, je pense qu'il faut mieux avoir d'autres processus à inventer. Et c'est là où j'ai confiance en la France. Pourquoi ? Parce que c'est jamais, en période de crise, un peu dos au mur, la France et les Français, culturellement, on se réinvente, on invente. Et je crois qu'on peut inventer des formes différentes. Sur le calendrier, très, très vite, le 26 mai, jour de l'élection européenne, consulter les Français sur un autre sujet où l'on pourrait répondre par oui. C'est le président qui décidera parmi la palette des éléments de sortie. Ça de mélanger les campagnes, mélanger. Alors il y a du pour, il y a du contre, on le sait. Voilà. Donc là, vous répondez pas par oui ou par non. Non, je ne réponds pas par oui, pardon. En fait, je ne suis pas adepte du référendum tous les jours. Et si nos entretiens se limitaient à oui ou non, vous imaginez, vous me posez des questions et je dis oui, non, oui, non. En France, c'est vraiment pas le cas. L'usage du référendum, il a été strictement limité, encadré. C'est peut-être trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a notamment les référendums d'initiative locale. Quand on compare à d'autres pays qui ont plus utilisé, parce qu'on veut aussi avoir son mot à dire sur son environnement direct sur lequel on a prise. Alors sur les issues, maintenant, les propositions qui pourraient être faites à l'issue de ce grand débat national, il y a peut-être une contrainte supplémentaire. La Cour des comptes, dans son rapport annuel, vient d'indiquer qu'elle s'inquiétait du dérapage des finances publiques, des prévisions particulièrement fragiles du gouvernement. Son président Didier Migaud a même indiqué qu'il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées fin décembre, mi-décembre par le président, qui n'étaient pas franchement encore financées. Est-ce que ça ne rend pas plus compliqué les réponses à apporter en matière notamment de pouvoir d'achat, qui reste une des préoccupations principales des Français? C'est ce qui émerge aujourd'hui des contributions du grand débat. Alors, le président et le Premier ministre ont décidé en décembre, effectivement, de prendre des mesures d'urgence de l'ordre qui représentent 10 milliards d'euros de dépenses. J'ai eu l'honneur de porter ce projet de loi urgence économique sociale avec Agnès Buzyn auprès du Parlement. On en a évidemment discuté. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a le court terme et le long terme. Et c'est clair que la question du pouvoir d'achat était au cœur de toutes les questions. On a vu, elle est venue très très vite dans les débats, dans les manifestations, mais aussi dans l'expression. Et ça, c'est en écho ce que disaient aussi les organisations syndicales depuis des mois. Donc vous avez eu raison de le faire ? Je pense qu'on a eu raison de le faire. Quand je vois, par exemple, sur la prime exceptionnelle que 75% des entreprises approuvent et 50% disent qu'elles vont le faire ou qu'elles l'ont fait, la prime exceptionnelle pour les salariés, la prime d'activité où on va pouvoir passer de 3,5 à 5 millions de foyers concernés. Il y en a déjà 700 000 qui se sont inscrits. Et les autres, vous pouvez continuer, ça sera, c'est ouvert, c'était pas juste pour le 5 février. Encore plus loin avec ce rapport de la Cour des comptes. À un moment donné, alors le pouvoir d'achat, ça contribue à la consommation quand même. Donc il y a un côté, ça peut pas être le seul élément. Mais ça va quand même contribuer. D'ailleurs, les prévisions des économistes sur le pouvoir d'achat l'année prochaine, elles sont très optimistes. Elles sont positives. Clairement, ils disent qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat en 2019, compte tenu des mesures déjà prises avant. Et donc sur les comptes publics, ça contribuera aussi à la croissance. Alors, consommez dans votre environnement. N'achetez pas que des choses faites à l'étranger. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Parce que cette question du pouvoir d'achat reste un sujet prioritaire. On l'entend dans les cortèges, mais également dans les débats. Est-ce qu'on peut aller plus loin, par exemple, sur la TVA et un nouveau geste sur les produits de première nécessité ? Alors, il y a déjà, comme vous savez, des TVA un peu différenciées. Il y a déjà des TVA réduites. Mais aller encore plus loin. Après, la question, c'est qu'il faut qu'on ait à la fois... Il faut tenir à la fois le sujet du pouvoir d'achat et le sujet du développement économique et donc de l'emploi.
pas forcément favorable. Moi, je pense que il faut regarder toujours tous les effets de ce qu'on fait. Parce que la difficulté en politique, c'est que vous prenez une mesure pour un objectif, mais elle a des effets induits sur autre chose. Par exemple, la TVA, si elle ne permet pas aux entreprises françaises de créer des emplois et que c'est que du pouvoir d'achat, mais que c'est pas un instrument sur l'emploi. Non, mais on peut pas faire la politique qu'avec des symboles. Hein. Il faut faire des effets réels. Les Français, ils veulent pas juste des symboles, ils veulent des résultats. Ils veulent des résultats en pouvoir d'achat, ils veulent des résultats en baisse du taux de chômage. Je rappelle qu'on est un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir vaincu le chômage de masse. Et donc, c'est aussi une priorité. Il faut tenir les deux. Alors, effet réel, justement, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du citoyen Darmanin, parce qu'il paraît-il qu'il s'est exprimé au nom de lui-même et seulement de lui-même et pas comme ministre des Comptes publics, qui a émis l'idée de mettre sous condition de ressources les niches fiscales et notamment les aides à l'emploi. Est-ce que, en tant que ministre du Travail, ça vous inquiète une telle proposition? Alors, moi, d'habitude, je commande pas les commentaires même des collègues, puisque je pense que c'est pas ça. Mais la citoyenne Pénicaud peut répondre au citoyen Darmanin. Ce que je pense, c'est que c'est exactement l'illustration de ce que je disais. Il faut, d'abord, le président s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, ce qui me paraît nécessaire, parce que le ras-le-bol fiscal, en France, il est profond. Alors, on a un sujet d'ailleurs, parce que tout le monde veut moins d'impôts, et c'est normal, on a les impôts et les charges les plus fortes d'Europe, mais tout le monde veut les effets de l'impôt, c'est-à-dire la santé gratuite, l'école gratuite, des transports accessibles partout. Et ça, avec quoi on le paye? Avec les impôts. Donc on a un vrai sujet. Les niches fiscales, ça revient à augmenter les impôts des personnes concernées. Hein. Oui, sauf que, effectivement, par exemple, cette aide-là, il y a 1 400 000 personnes qui travaillent à domicile. Et le fait qu'il y ait une déduction fiscale fait qu'elles travaillent déclarées. Donc, c'est 80, je dis elles, parce que ce sont 95% de femmes. Et du coup, elles auront une retraite. Du coup, elles ont l'assurance chômage. Donc, voilà. Donc mauvaise idée. Mauvaise idée. Non, je dis juste que chacun son style. Il y en a qui lancent des balles en l'air pour animer un débat. Et pourquoi pas. Et moi, Et vous les rattrapez, vous dites c'est une mauvaise idée. Non, je dis pas ça. Je dis, ça y est, des idées qui sont que bonnes et des idées qui sont que mauvaises, enfin que mauvaises c'est facile, mais des idées qui règlent tout, ça j'en connais pas beaucoup. Et donc je pense qu'il faut débattre de ça, mais il faut évidemment avoir en tête que l'emploi et l'emploi déclaré, parce qu'il faut bien voir que l'emploi illégal, c'est contre les personnes. C'est pas de retraite, pas d'assurance chômage si on travaille de façon illégale. Hein. Ça veut dire la pauvreté. Ça veut dire la précarité. Donc il faut faire attention à ces équilibres-là. Alors il y a un autre sujet qui divise le gouvernement, qui divise les ministres, c'est... on n'est pas divisé, c'est une super équipe. Qui les divise en public en plus. C'est le diesel. Bercy est pour que les voitures diesel les plus récentes bénéficient de la vignette critère 1. Voilà, Bruno Le Maire l'a dit publiquement dans un souci de protéger cette filière automobile et donc l'emploi. Et puis de l'autre côté, le ministère de l'écologie est contre. La secrétaire d'État Emmanuelle Vargon l'a dit d'ailleurs aussi publiquement. Alors vous êtes de quel côté? Du côté de l'environnement ou du côté de l'emploi? Vous allez dire que je suis macroniste jusqu'au fond de la moelle, ce qui est vrai, parce que je pense qu'en même temps, c'est-à-dire... mais là, on peut pas... Non, si, il y a justement une voie. Il y a une voie. C'est très clair qu'il faut aller le plus vite possible et le plus fort possible sur la transition écologique. On va tous dans le mur. On va tous dans le mur collectivement, c'est au plan mondial, au plan européen, au plan national, si on ne va pas vers la transition écologique. Mais c'est le même sujet que le glyphosate, c'est le même sujet que c'est à quelle vitesse on y va. On a sérieusement mis le pied sur le frein, là. Non, mais moi, sur le glyphosate ou sur la transition on ne peut pas faire l'écologie contre le social. Ça, j'y crois pas du tout. Et ni contre l'économique, d'ailleurs. Revenons aux sources de ce qu'on appelait développement durable, qu'il est toujours. Il faut trouver la ligne de passage entre l'écologique, le social et l'économique. Mais alors sur la vignette, et donc, on fait quoi? Sur ces sujets-là, il faut aller le plus vite possible vers d'autres véhicules, c'est ce qu'on fait avec la prime de conversion et d'autres carburants, mais il ne faut pas le faire en sacrifiant ceux qui vont au travail et qui sont contraints. Donc soit on aide du côté de la demande, donc en gros des primes transport et tout, mais c'est quand même quelqu'un doit payer, ou bien il faut gérer le temps. Donc moi je suis pour aller résolument vers la transition écologique, sans exception et de façon massive, mais au rythme qui ne pénalise pas l'agriculteur, l'artisan ou le salarié qui va travailler le matin. Damien Fleureau. Mercredi prochain, plusieurs membres du gouvernement évoqueront à l'Assemblée nationale la situation des familles monoparentales. On l'a entendu lors des échanges. Les parents isolés, ce sont souvent les premières victimes de la pauvreté. Quelles pistes, très concrètement, envisagez-vous justement pour aider ces Français? Alors, souvent des femmes. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, un ménage sur deux, comme on dit, c'est une femme seule avec enfant.
avec un certain nombre de cas où la pension alimentaire n'est pas payée. Enfin bref, des situations vraiment très difficiles. Et d'ailleurs, on l'a vu beaucoup dans les manifestations. Et sur ce sujet-là, je pense que la première chose, c'est dire qu'il n'y a pas de fatalité. J'étais vendredi à Lille avec Xavier Bertrand. Nous avons signé ensemble le pacte régional pour le plan d'investissement dans les compétences. L'État apporte 745 millions d'euros de plus à ce que fait la région pour former. J'ai rencontré des demandeurs d'emploi qui étaient en formation dans ce cadre-là. Il y en avait 1 sur 3, c'était une femme seule, avec enfant, qui avait arrêté quelques années et qui donc pensait qu'elle n'avait pas de compétences et pensait qu'elle ne pouvait pas retravailler. Là, c'est une des priorités. Dans le cadre du plan d'investissement compétences, il y a les jeunes, il y a les demandeurs d'emploi et les demandeurs d'emploi de longue durée, notamment les femmes. Donc, parce que la première dignité et le premier pouvoir d'achat, c'est quand même le salaire. On est plus pauvre quand on est au chômage que quand on travaille. Ça, c'est imparable. Et donc, c'est vraiment important de leur permettre aussi de trouver un travail, ce qui veut dire et des aides pour les gardes d'enfants, parce que beaucoup n'arrivent pas à prendre un travail aussi parce qu'il y a des sujets de garde d'enfants. Donc c'est pour ça que c'est un travail très interministériel, évidemment avec Agnès Buzyn, avec Jean-Michel Blanquer, avec Gérald Darmanin. Voilà, on fait un travail collectif, parce que moi j'ai le volet emploi, formation et insertion. Mais il faut travailler aussi sur les sujets garde d'enfants, accompagnement et travail social. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant pour évoquer notamment les relations avec les partenaires sociaux. On parlera aussi emploi encore et assurance chômage. À tout de suite. Europe 1. Immortaliser l'instant quand tout s'emballe. On rejoint notre envoyé spécial sur place. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Avec humanité, Nikos Aliagas vous informe. Vous êtes où ce matin, Carole? Eh bien, je suis dans une halte garderie. Faire le point quand c'est un peu flou. Place à l'enquête de la rédaction, Europe 1 va plus loin. Des éclairages techniques. En tapant sur la France, les 2 affreux Jojo du gouvernement italien tapent juste. Notre matinale info, c'est 2 heures au cœur du monde, de notre société, de votre quotidien. Nikos Aliagas vous informe. On se retrouve demain de 7h à 9h sur Europe 1. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Bien, j'ai 8 pommes. J'en retire 7. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui? Eh ben, il vous reste plus qu'à aller chez Intermarché, monsieur. Ce week-end, le kilo de pommes Origine France est à seulement 95 centimes et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Variété Golden Delicious et Gala, catégorie 1, calibre 136-200. Grosse journée aujourd'hui, chef. Pas facile à raser cette maison. Quelle maison? On devait détruire une grange. Ah, vous avez assez de mauvaises surprises au travail. Avec la solution CarPort Pro de Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous n'en aurez que des bonnes. En ce moment, le Caddy Business Line avec véhicule de remplacement, garantie et maintenance inclus, est à 189 € hors taxe par mois, sans apport. Trouvez le vôtre sur lemien.fr. Location longue durée 36 mois et 45 000 km sur Cadivan Business Line TDI 75 BVM jusqu'au 31 mars 2019 si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est l'invitée du Grand Rendez-vous. Muriel Pénicaud, après avoir longtemps ignoré les partenaires sociaux, pas vous, le président de la République, en gros depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron est-il enfin disposé à les écouter, mieux à les associer à l'issue, à la sortie de ce grand débat? C'est notamment ce que réclame le leader de la CFDT, Laurent Berger. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a vraiment pris la décision de faire quelque chose enfin avec eux? Alors d'abord, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que le président, il y a le rôle du président, le rôle du Premier ministre et le rôle des ministres, notamment le ministre du Travail, qui est en charge des sujets, une grande partie des sujets qu'on discute avec les partenaires sociaux. Donc chacun a son rôle. Je rappelle que les ordonnances travail, il y a eu 300 heures de concertation, qu'il y a eu 2 négociations l'année dernière. Il y a des moments où on est d'accord, des moments où on n'est pas d'accord. Non, Muriel Pénicaud, c'est la démocratie sociale. Dit qu'il n'y a pas eu de dialogue. Oui. Ce sont les responsables syndicaux. Oui, et notamment Laurent Berger. Mon point de vue sur ce sujet-là, on est d'accord avec beaucoup de choses, sur beaucoup de choses avec Laurent Berger. Il y a des sujets où on n'est pas d'accord. Moi, je pense que il y a une porte ouverte, il y a une attention. On a d'ailleurs vu avec le Premier ministre les partenaires sociaux la semaine dernière sur le sujet du grand débat. Et d'ailleurs, la CFDT organise, il y a des militants CFDT, il y en a beaucoup qui organisent des débats. Donc tout le monde se saisit du sujet. Mais à la fin, comment ça va se passer? À la fin, je crois qu'il y a des sujets d'ordre différents. Il y a des sujets qui relèvent vraiment du dialogue avec les partenaires sociaux, et cela, on les fera avec les partenaires sociaux. Donc vous nous annoncez un Grenelle, par exemple, après le 15 mars? Non, un Grenelle, ça veut dire que c'est
tous les sujets dans un seul endroit. Non, ça peut être un Grenelle sur l'emploi, ça peut être un Grenelle sur la retraite. Sur le pouvoir d'achat. Alors, Grenelle, enfin le mot, bien que j'aime beaucoup le mot Grenelle, parce que la salle des accords de Grenelle, où a été signé l'accord historique de mai 68, et dans mon ministère, j'en suis finalement la gardienne. Donc, évidemment, j'adore ce symbole, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire un Grenelle? On est dans une impasse, et tout le monde se surpasse, tout le monde dépasse ses lignes pour pouvoir trouver une solution. Donc si c'est ça, l'esprit, c'est ça. Après, ça s'appelle comme ça s'appelle. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme. Il y a aussi des formes territoriales et des formes nationales. Je vais prendre un exemple. Dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, où c'est l'apprentissage, la formation, l'égalité homme-femme, eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'on a prévues qui ne vont pas répondre vraiment aux questions des Outre-mer. Alors, on a fait quelque chose d'innovant. Tiens, le parlementarisme et le gouvernement peuvent innover. On a fait un groupe de travail avec tous les députés et les sénateurs des Outre-mer, et on va ensemble rédiger, finalement, préparer une ordonnance pour adapter. Bon, ben ça, on sait que le dialogue social dans les Outre-mer, il est de nature différente. On en est d'accord avec les partenaires sociaux. Donc là, il faudra aussi adapter. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut un foison de solutions. Et mais c'est quand même une nouvelle méthode de travail. Ce matin encore, dans le journal du dimanche, les associations d'élus disent sur la loi Buzyn, la loi santé qui réforme notamment la carte territoriale des hôpitaux, on n'a pas été assez écouté. Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, nous avons entendu qu'il faut une nouvelle méthode? Moi, je pense fortement que tout ce qui se passe depuis 2-3 mois montre qu'en termes de méthode, on doit évoluer, on doit changer des choses. Moi, je suis par expérience une adepte de la concertation approfondie. Je fais sur toutes mes réformes parce que je pense qu'on ne peut pas simplement gouverner pour nos concitoyens. Aujourd'hui, un mandat pour 5 ans, ça suffit pas. Il faut gouverner avec tout au long. Alors, il y a des sujets avec les partenaires sociaux, d'autres, ça sera la démocratie participative sous différentes formes. Mais cette démocratie sociale, cette démocratie participative, elles doivent nourrir la démocratie représentative. Il faut articuler les trois, et je pense qu'on a des progrès à faire là-dessus. Il faut aussi qu'on soit innovant, parce que quelquefois, les citoyens, ils ont guère plus confiance, ni dans les politiques, ni dans les journalistes, ni dans les parlementaires, ni dans le gouvernement, ni dans les syndicats. Donc on a tous besoin, je pense, d'évoluer ensemble, mais aussi vis-à-vis de nos représentants ou de nos concitoyens pour pouvoir les faire associer à ces débats. Et je me réjouis que le leader du plus grand syndicat français, eh bien, il ait ouvert la possibilité que beaucoup de ses militants, sans aucune obligation, organisent eux-mêmes des débats. Parce que je crois qu'il faut cette ouverture de tous. Il y a un autre leader syndical, celui de la CGT, Philippe Martinez, qui, lui, n'annonce pas l'ouverture de débats, mais plutôt de nouvelles journées de mobilisation. Il tente cette convergence avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous l'appelez à la responsabilité ce matin, Muriel Pénicaud? Je l'appelle Philippe Martinez. Il est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire et pas besoin de mes conseils. Je pense que la vision de la CGT, effectivement, est plutôt conflictuelle que réformiste. C'est le choix de la CGT, c'est le choix des gens qui votent pour la CGT. Je note quand même que sur les dernières années, et ça s'est encore confirmé cette année, de plus en plus de salariés votent pour les syndicats réformistes, parce que je crois qu'ils veulent des syndicats exigeants, mais qui co-construisent des solutions. Et je pense qu'il y a une partie forte du patronat qui évolue dans ce sens-là. C'est ce qu'on a voulu dans les ordonnances, en donnant plus de poids au dialogue social sur le terrain. Et je crois que c'est le sens de l'histoire. Après, chacun est libre de sa stratégie. Vous l'avez dit, on est un des seuls pays, un des rares pays à ne pas avoir vaincu le chômage de masse. Cet objectif de 7% de chômage à la fin du quinquennat paraît très difficile à atteindre, et on voit en ce moment un très très net ralentissement des créations d'emplois dans le secteur privé par rapport à l'année précédente. Comment est-ce que vous expliquez cette difficulté à faire baisser le chômage? Est-ce que ça signifie que vos réformes, par exemple, ne sont pas suffisamment efficaces? Alors d'abord, sur le sujet de la lutte contre le chômage de masse, qui est une priorité absolue, il y a des effets macroéconomiques, tout le monde voit que ça se tend un peu au plan international, les échanges commerciaux, et il faut rappeler que l'ouverture sur l'Europe et le monde bénéficie beaucoup à l'emploi en France. Ça en a détruit, et ça, on comprend le drame que ça représente, mais ça en crée beaucoup. Aujourd'hui, on a entre 5 à 6 millions de personnes en France, de salariés, qui vivent grâce à l'international. 2 millions dans les entreprises où les investissements étrangers permettent de créer de l'emploi en France, et 3 à 4 millions dans l'export. Donc vous dites merci à la mondialisation. Non, la mondialisation, il faut la réguler, on pourra y revenir, il faut beaucoup plus la réguler socialement. Aujourd'hui, je pense qu'on va dans le mur parce qu'on a une mondialisation qui n'est pas régulée socialement. Mais en revanche, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'ouverture,
c'est de l'emploi pour des pays comme la France. Donc, sur ce sujet-là, mais la lutte contre le chômage, c'est aussi des effets sur le marché du travail. Alors, par rapport aux chiffres que vous donnez, il y a eu moins de création d'emplois quand on prend 2018 par rapport à 2017. Pourquoi ? Parce que fin 2017, on était en pleine confiance. D'ailleurs, il y avait l'effet psychologique. Moi, j'allais partout en France, les entreprises, les TPE, PME me disaient on n'a plus peur d'embaucher. Effet ordonnance, effet du président de la République. La confiance a disparu ? Non, mais le dernier trimestre, c'est le dernier trimestre qui nous plombe, parce que les derniers trimestres, on a beaucoup baissé, et je reviens, on est dans un contexte qui ne donne pas confiance, où il y a les emplois qui étaient prévus d'être créés, qui n'ont pas été créés, à cause c'est l'effet gilet jaune, là, vraiment. Pas uniquement, il y a un effet macroéconomique global, il y a un ralentissement de la croissance en Europe, dans le monde, et en France aussi, même si nos prévisions sont encore assez positives. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que malgré ça, je reviens au plan d'investissement compétences que je signais à Lille, mais j'ai signé en Alsace, je signe partout, dans presque toutes les régions, sauf une qui ne veut pas. Laquelle ? Arras, Laurent Wauquiez. Ils ont supprimé 57% des formations de demandeurs d'emploi. Donc moi, je ne peux pas signer avec un président de région qui considère que la lutte contre le chômage ne passe pas par la formation. C'est pas vrai. Ceux qui ont une qualification, il y a 6% de taux de chômage. Les cadres, on est à 3,3. Ceux qui n'ont pas de qualification, c'est 18%. Donc, à partir du moment où une région dit « nous, c'est plus une priorité la lutte contre le chômage », je ne peux pas apporter Laurent Wauquiez fait de la politique, là, dans sa région. Oui, mais sur le dos des entreprises, des jeunes, des demandeurs d'emploi. Bon, c'est son choix, mais je le dis, je ne peux pas signer dans ces conditions-là. Mais je reviens sur ce sujet-là. On a encore plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas, couverts, alors qu'on a beaucoup de gens au chômage, parce qu'on n'a pas assez formé ou pas assez bien formé depuis 10 ans. Donc après, il y a des tas d'opérations sur lesquelles on a la marge de manœuvre. Pôle emploi a lancé une opération qui s'appelle hashtag vers un métier, qui fait un focus chaque semaine sur plusieurs centaines d'agences sur des métiers. Alors une fois c'est l'hôtellerie-restauration, une fois c'est le numérique. Et Pôle emploi fait une grande semaine du numérique à la fin du mois. Aujourd'hui, on cherche 80 000 personnes dans le numérique. 23 000 chauffeurs routiers, enfin je peux vous faire une longue liste. Donc, mais par exemple, le numérique, c'est un bon exemple. La plupart des demandeurs d'emploi ou des jeunes vont dire « mais moi, j'étais pas bon en maths, j'ai aucune formation informatique, je ne peux pas ». Si, en 8 mois, on peut former des gens qui vont travailler dans l'intelligence artificielle ou comme développeurs web. Il y en avait à Lille l'autre jour, j'étais à Eurotechnologie. L'autre jour, j'étais à Montreuil, à Saint-Plon. Il y avait un jeune sorti de 3e qui donc on peut continuer à former, et qui maintenant va être embauché chez Safran en intelligence artificielle. Donc il n'y a pas de fatalité. Je crois qu'il faut se dire que nul n'est inemployable, qu'on ait un handicap, qu'on ait été au chômage, qu'on reprenne son travail après des années d'absence. Nul n'est inemployable. Il n'y a pas de fatalité, mais par contre, il faut mettre les moyens. Et pour moi, la stratégie de compétences, c'est le plus important. Un employeur sur 2 en France dit qu'il a du mal à trouver les compétences. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un outil massif. Muriel Pénicaud, il y a un dossier important qui pourrait revenir entre vos mains assez rapidement, c'est le dossier de l'assurance chômage. Vous avez demandé aux partenaires sociaux de renégocier un accord en leur demandant de faire beaucoup d'économies, 3,8 milliards sur 3 ans. Il y a les dernières réunions entre les partenaires sociaux qui doivent avoir lieu d'ici fin février. S'ils n'arrivent pas à trouver un accord, que se passe-t-il ? Vous reprenez tout de suite la main ? Alors, ce que la loi prévoit, c'est que si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord pour définir les règles, c'est l'État qui doit le faire. Mais vous le faites fin février, début mars ? Moi, je ne me mets pas dans cette hypothèse. Je me mets dans l'hypothèse où le but, c'est que les partenaires sociaux, j'espère que les partenaires sociaux trouveront des voies. Mais vous êtes prête à leur donner davantage de temps ? Vous êtes prête à leur donner davantage de temps pour ça ? Je pense que là, on a déjà donné quelques semaines de plus. Si c'est pour un aboutissement par le haut, le haut, c'est quoi ? Le haut, c'est que ce qu'on leur a demandé en priorité, c'est de lutter contre quelque chose qui est très spécifique à la France, c'est la précarisation extrême de l'emploi qui est en train de s'installer. Aujourd'hui, il y a 9 emplois sur 10 qui, dans les offres d'emploi qui sont en CDD ou en intérim. Comment nos concitoyens peuvent se projeter dans l'avenir en étant comme un oiseau sur la branche ? Comment on peut avoir un logement, qu'on peut fonder une famille ? Comment on peut se projeter dans la vie, faire des projets si on est en contrat précaire. Et ces contrats sont de plus en plus précaires. Je reviens là-dessus, c'est important parce que ça revient au sujet d'ailleurs des emplois peu qualifiés et plus précaires. Il y a une partie de la population qu'on voit beaucoup dans les manifestations qui sont, oui, en situation précaire, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des emplois, c'est des CDD de moins d'1 mois qui sont proposés. Alors, on a compris le point de départ, et il y en a un tiers, c'est 1 jour. Alors, vous voyez, on a créé un système, des règles,
qui, du côté employeur comme salarié, font que il y a des employeurs, pas tous, mais certains, qui ont, et notamment dans certains secteurs d'activité, qui ont commencé à dire mais finalement la personne a l'assurance chômage, et moi je l'appelle, vous pouvez venir demain ? On l'a réinventé, les journaliers. Moi, ça me scandalise, parce que quand c'est la même personne, et 7 fois sur 10, c'est la même personne qui est rembauchée pour le même job. Muriel Pénicaud, la même personne, votre ligne rouge, c'est de la précarité. d'une façon la ou d'une ligne autre. rouge, c'est qu'il faut plus d'emplois, mais mieux d'emplois. C'est-à-dire que la précarité excessive, qui n'est pas justifiée pour des raisons économiques, oui, il faut régler cette question. Et le MEDEF continue de dire non. Ah non, il dit non à une des solutions, il a accepté de dire qu'il y avait un sujet de précarité. Il y a une piste pour lutter contre ça, c'est le fameux bonus-malus. Bonus-malus, ça veut dire qu'en gros, pour rappeler ce que c'est que si les employeurs remettent toujours les mêmes personnes au chômage, et donc, entre parenthèses, grèvent le coût de l'assurance chômage, mais précarisent la personne, ils paieront plus de cotisations d'assurance chômage, et si au contraire ils embauchent plus en CDI, moins. Donc nous, on a une solution. Si les partenaires sociaux trouvent une meilleure qui a le même effet, c'est très bien, mais sinon on la fera. Qu'est-ce qui vous permet de penser que cette solution, bonus-malus, favoriserait l'emploi en CDI? Ça n'a jamais été vraiment tenté. Aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, ça existe. Ça fait depuis 20 ans, pays libéral, paraît-il. Oui, le bilan sur l'emploi est assez mitigé. Il y a eu pas mal d'études aux États-Unis là-dessus. Non, il n'est pas mitigé. C'est pas... là, c'est un instrument de lutte contre la précarité. Parce que je crois, encore une fois, il faut plus d'emplois, mais mieux d'emplois. Meilleure qualité... il y a certains emplois qui sont... Le sujet numéro 1, c'est les compétences, mais il y a des emplois qu'on vous propose que des emplois précaires, comme par hasard, c'est ceux les moins rémunérés, sans aucune perspective d'avenir. Alors c'est aussi pour ça qu'on fait le compte de personnel de formation, que les gens aient un avenir. Juste, pardonnez-moi, Muriel Pénicaud, pour terminer, on n'a pas compris, vous leur laissez plus de temps ou pas plus de temps? Ils ne nous l'ont pas demandé, donc on verra s'ils nous le demandent. S'ils nous le demandent, on verra ce qu'on répond. Mais le sujet n'est pas une question de jour ou de semaine, la question c'est de trouver un accord. Pour l'instant, ils ne nous ont pas demandé de temps supplémentaire par rapport à fin février. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Europe 1, bien dans son époque. Europe 1, c'est mieux que de la radio. Ça brille, ça bouge. Du bonheur. De la joie. Écoutez de la bonne musique. Humeur. Ne pas se raconter d'histoire. Et humour. À la fin, je dois faire des chroniques pour commenter du rien. Vos témoignages. Rencontrer, avancer. Se retrouver. Vos questions. Et surtout, y apporter des réponses. Europe 1, c'est une offre complète. Pourquoi les banlieues reviennent-elles précisément dans le grand débat? Aller vers l'autre, mieux se comprendre. Se faire du bien. On est bien sur Europe 1. Merci. 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 Vous avez jeté papier, mégots, canettes. Les 665 000 poubelles publiques des villes dont De Richebourg Environnement assure la propreté vous disent Merci. En ville, on jette dans les poubelles. De Richebourg, une force au service de l'homme et de l'environnement. Merci. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Saint-Jacques a dit, baissez les prix. Saint-Jacques a dit, courez les chercher. Aujourd'hui, les noix de Saint-Jacques Pecten Maximus pêchées en Atlantique Nord-Est sont à 2,49 € les 100 grammes. Et c'est jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Soit 24,90 € le kilo. Dans les magasins équipés d'un rayon marais traditionnel. C'est le moment de changer pour une nouvelle Peugeot. Être libre de vous évader avec le SUV Peugeot 3008 et son design unique. Amplifiez votre expérience de conduite avec le Peugeot iCockpit. Vous facilitez la ville grâce au Park Assist avec caméra avant et arrière. Vous aussi, vivez ce moment en changeant pour le SUV Peugeot 3008. En ce moment, Peugeot reprend votre véhicule 3 500 € en plus de sa valeur pour l'achat d'un SUV Peugeot 3008. Détails sur Peugeot.fr. Qu'est-ce que tu fais? T'ouvres un compte bancaire? Ouais. Avec Orange Bank, c'est sans condition de revenu et sans frais de tenue de compte. Et ça juste avec ton téléphone? Bah ouais. Maintenant, ouvrir un compte, c'est plus simple que de... Bonsoir, messieurs. Les baskets, ça va pas être possible. Bonne soirée. Bah, que de rentrer en boîte, par exemple. Ouais, c'est pas faux, ouais. Orange Bank, la banque maintenant. 0 frais de tenue de compte si utilisation des moyens de paiement. Ouverture de compte sous réserve d'accord de la banque. Voir conditions sur orangebank.fr. Grosse journée aujourd'hui, chef. Pas facile à raser cette maison. Quelle maison? On devait détruire une grange. Ah? Vous avez assez de mauvaises surprises au travail. Avec la solution Carport Pro de Volkswagen Véhicule Utilitaire, vous n'en aurez que des bonnes. En ce moment, le transporteur Business Line avec véhicule de remplacement, garantie et maintenance inclus, est à 229 € hors taxe par mois, sans apport. Trouvez le vôtre sur lemien.fr.
Location longue durée 36 mois et 45 000 km sur transporteur L1 H1 Business Line TDI 102 BVM jusqu'au 31 mars 2019 si acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. La ministre du Travail Muriel Pénicaud est l'invitée du grand rendez-vous à parler européenne sur fond de crise franco-italienne. Une question de Damien Fleureau. Oui, Emmanuel Macron avait placé ce scrutin sous le clivage nationaliste contre progressiste. Finalement, c'est un clivage qui s'est transformé en crise politique avec notre voisin italien. Le rappel de notre ambassadeur basé à Rome, même s'il y a des provocations de la part du vice-premier ministre italien, est-ce que c'est pas un peu disproportionné comme mesure? Il y a des règles très claires au niveau de l'Europe. Chaque pays doit respecter la souveraineté des autres pays et ne fait pas d'ingérence dans leurs mouvements sociaux, dans leur politique. Tolérance zéro. Non, c'est pas une tolérance, c'est un respect 100%. C'est pas pareil. Bon, à partir du moment où il y en a qui ne respectent pas, c'est normal qu'ils le remarquent. Populiste, il n'y a pas de l'ingérence aussi non, mais je crois que le sujet aujourd'hui de l'Europe, pour moi, de vue de ma fenêtre, c'est pas ça. Le sujet, ça va être quelle Europe on veut. Je le disais tout à l'heure, à mon avis, sans Europe, même la France, même l'Allemagne, on est des petits pays dans le monde. Pour peser par rapport aux Chinois et aux Américains, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan de l'emploi, s'il n'y a pas d'Europe, on sera en deuxième division. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Par contre, il faut une meilleure Europe, et ça veut dire notamment plus de convergence sociale et fiscale. Là, il y a quand même avec l'Europe d'aujourd'hui, il faut la rénover profondément. On a quand même trois bons signaux. Le premier, c'est qu'il y a la directive détachée, il y a la directive conciliation vie professionnelle, vie personnelle qui vient d'être votée. Et puis, sur les GAFA, la France prend le lead, et Bruno Le Maire est très militant là-dessus au plan européen. Et pour l'instant, on a déjà 24 pays sur 27 qui sont prêts à faire une taxation sur les géants du numérique. Mais pas d'accord européen sur la question néanmoins. Enfin, il y a 24 sur 27 pays, donc on continue le travail. Et donc, je crois qu'il faut investir le champ européen, il faut aller voter, il faut l'investir pour avoir une meilleure Europe. Mais une Europe forte, parce que sinon, on a tout à gagner d'une Europe forte. Sur les travailleurs détachés, la Cour des comptes, dans son dernier rapport, est très sévère. Elle dit les contrôles sont insuffisants, la lutte contre la fraude, les tribunaux sont envahis de procédures, il y a un nombre élevé d'affaires classées sans suite. Ça interpelle quand même, sachant qu'il y a un demi-million de travailleurs détachés en France. Oui, qui sont en moyenne pour 48 jours en France. Donc c'est pas 1 million d'emplois, c'est la juste Cour des comptes nous dit c'est une source de fraude. Non, mais c'est pour ça. On n'arrive pas à lutter contre ça et on ne fait pas ce qu'il faut pour lutter contre la fraude. Il y a un peu plus d'un an, c'était le 23 octobre dernier, le président de la République avait annoncé que on refusait la directive travailleurs détachés qui devait être votée, qui résolvait pas grand-chose. On s'est battu, je rappelle 13 heures de négociation sur ce sujet avec mes collègues, et finalement la voix de la France a apporté et nous avons négocié une directive détachée. Maintenant, c'est trop long, les procédures européennes. Oui, mais il faut la transposer en droit dans chaque pays. Par contre, en attendant, moi, j'ai multiplié les contrôles de l'inspection du travail sur le sujet. Et nous travaillons non seulement l'inspection du travail, mais aussi avec les services fiscaux, l'URSSAF, parce que la police et la gendarmerie, il y a des filières organisées. Le travail détaché légal, quand on ne trouve pas la compétence, on revient au sujet d'avant, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi beaucoup de travail illégal. Et celui-là, je peux vous dire qu'on met le paquet sur les contrôles. C'est pour ça qu'il y aura plus de choses en justice. Pas assez. Oui, mais tout ça, c'est récent. Ça n'existait pas avant nous. On a maintenant négocié la directive. On va le transposer d'ici l'été en droit français. Et en attendant, on a commencé les contrôles. Donc, il faut le faire. C'est pas, encore une fois, mauvais en soi, mais il faut que ce soit régulé. Puisqu'on parle des européennes, pour porter cette haute ambition que vous appelez de vos voeux, de convergence sociale, notamment des Européens, vous avez une idée de qui pourrait conduire la liste de La République En Marche? Il y a à peu près tous les noms de ministres qui sont cités. Est-ce que vous êtes candidate? Alors, c'est pas ici que ça va se passer. Donc, vous pourriez dire votre envie. Voilà, donc non, c'est à La République En Marche et à la majorité de désigner. Mais quel est le meilleur profil? Trêve de plaisanterie. Je pense surtout qu'il faut une équipe. Il ne faut pas simplement un profil. Parce que il va falloir peser, c'est des élections quand même qui vont être complexes. Il faut arriver à trouver une majorité après au Parlement. Le plus important, c'est quelle est l'équipe ici qui va permettre de s'allier pour avoir une majorité qui veut cette convergence économique sociale, cet investissement dans la R&D, cet investissement dans l'avenir, cette confiance dans l'avenir. Mais vous, ça ne vous fait pas envie? Alors moi, j'ai beaucoup de travail comme ministre du Travail, comme vous voyez, donc on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Nicolas Barré. Vous avez été administratrice d'aéroport de Paris entre 2014 et 2017. Oui.
Vous auriez voté la privatisation à l'époque et vous êtes pour aujourd'hui ? Oui, parce que je pense que, je le disais déjà à l'époque, je pense que l'État stratège, c'est pas forcément le même que le stratège actionnaire. Ce que je veux dire, stratège, définir des stratégies industrielles, l'État doit pouvoir être acteur de des stratégies industrielles. Il n'a pas pour autant besoin, nous étions 7 représentants de l'État autour de la table, au conseil d'administration, je ne pense pas que c'est forcément comme ça qu'on pèse le plus. Et c'est pas forcément en termes d'actionnaire non plus qu'on pèse le plus. Quand de toute façon c'est un actionnaire minoritaire, il y a plusieurs manières de peser pour l'État. Et évidemment, l'État ne va pas se désengager. Il y a aussi une autorité de régulation qui est sous l'autorité de l'État. Donc l'État, entre le stratège, le régulateur, l'actionnaire, il a beaucoup d'instruments de pression et de pilotage. Il n'a pas besoin forcément d'être actionnaire de tout. Damien Fleurot, sur une question qui nous porte toutes à cœur. Oui, la semaine dernière, vous avez écrit à 1400 entreprises de plus de 1000 salariés pour leur rappeler leurs nouvelles obligations de résultats en matière d'égalité salariale. Ces sociétés qui ont jusqu'au 1er mars pour publier, pour faire de la transparence, publier sur leur site internet leur index de l'égalité. Et à Davos, vous avez dit seulement 6% de ces entreprises respectent cette règle, travail égal, salaire égal. Ça va faire énormément de travail et de salaire à payer. Alors, je suis très fière de ce qu'on est en train de faire en France sur le sujet. D'abord, je voudrais saluer, la démocratie sociale, elle a marché formidablement. Les partenaires sociaux, les partenaires sociaux, tous les syndicats et toutes les organisations patronales se sont engagés sur cette voie. Après des mois de débat, c'était pas forcément gagné d'avance, mais je crois qu'on arrive à une chose qui a été saluée à Davos ou aux représentants du Global Summit of Women, c'est le groupement des 1000 entreprises, des 1000 femmes leaders dans le monde, qui était à Paris il y a quelques jours. Comme on a probablement la loi la plus avancée. Maintenant, il faut la faire vivre. Alors, on n'est pas les seuls à être dans cette situation où, à travail égal, on a encore 9% d'écart de rémunération et 25% sur la carrière. Mais on a mis en place une obligation de résultat. Et alors, je vous donne rendez-vous le 1er mars. Le 1er mars, les 1400 premières entreprises, les plus grandes, doivent publier leur index pour savoir... Ah ben, elles le feront, c'est la loi. Et puis, donc ça va permettre à tout le monde de s'en saisir. Ça sera transparent. Je pense que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup de salariés vont regarder ça en disant « mais je ne veux pas aller dans une entreprise ringarde où il faudrait que j'explique à ma fille qu'elle sera moins payée que son frère parce qu'elle a le même travail ou qu'elle n'a pas les mêmes opportunités. » Donc je crois à cette évolution des mentalités. Et on a une loi très forte. L'année prochaine, ça sera toutes les PME de plus de 50 salariés. Mais elles auront l'année pour simuler, on va les accompagner pour que ça se passe bien. Mais une fois qu'elles auront publié ça, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors elles ont l'obligation de calculer leur différence de salaire et leur différence de chances de promotion et d'opportunités de carrière. Ensuite, elles doivent le publier sur leur site, discuter avec les partenaires sociaux les éléments plus détaillés, et elles doivent être... Toutes celles qui ne sont pas raccords doivent avoir une obligation de rattrapage salarial. Ça va contribuer au pouvoir d'achat, parce qu'il y a des millions de femmes qui vont voir leur pouvoir d'achat augmenter dans les 3 ans qui viennent par l'effet de cette loi. Et puis, c'est un sentiment, c'est l'égalité. On dit liberté, égalité, fraternité. On y croit tous. Là, on va le prouver. Moi, je suis très fière pour les femmes et les hommes de ce pays qu'on porte haut et fort ce combat. Donc et ça fait 30 ans qu'on en parle, peut-être qu'on va voir un résultat. Je suis très contente des discussions que j'avais eues avec les partenaires sociaux. Là, vous voyez, ça donne de l'espoir. On se dit, on est capable de renverser la table. Je crois qu'on va renverser la table sur ce sujet. Pour terminer, Muriel Pénicaud, je voudrais juste avoir votre réaction. Il y a un procès qui s'est tenu cette semaine, celui intenté par Denis Baupin, un ex-député Europe Écologie Les Verts. Alors, il a tenté ce procès contre des médias et des femmes qui avaient porté plainte et qui s'étaient émus de ces agissements, d'agressions sexuelles, de harcèlement. Est-ce que vous, au cours de votre carrière professionnelle, de votre carrière politique que vous avez entamée, est-ce que vous avez été témoin de ce type de comportement ? Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent ? Alors, il y a encore beaucoup de harcèlement de tout type. Il y a le harcèlement sexiste. Il y en a d'autres, je repense aux jeunes du débat qui parlaient d'autres harcèlements, y compris celui-là, dès le jeune âge. Scolaire. Scolaire et médias sociaux, qui est terrible. Chez les jeunes, ça fait des ravages. Le harcèlement sur les médias sociaux, mais brise des jeunes. Donc, et il y en a dans tous les univers. Il y en a dans la politique, il y en a dans le journalisme, il y en a dans l'art, il y en a dans les entreprises, il y en a dans tous les secteurs. Je pense que depuis 1 an, et ça c'est aussi l'action qu'on mène dans tout le gouvernement avec Marlène Schiappa, le sujet de harcèlement a pris parce qu'il y a eu l'affaire Weinstein, parce que tous les pays du monde se sont engagés, il a pris de l'importance et c'est bien. Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que c'est pas fini, c'est très profond et donc c'est comme l'égalité homme-femme pour les salaires, c'est jamais acquis. Il faut le savoir.
Et donc, ce qui me réjouit, c'est qu'il y ait maintenant plein de femmes et plein d'hommes qui se lèvent en disant là, on peut changer les choses. Et il faut commencer avec les jeunes. Il faut d'abord protéger nos jeunes. C'est le plus important parce que la spirale recommence. Merci Muriel Pénicaud d'avoir accepté l'invitation de ce grand rendez-vous. Une émission en partenariat avec CNews et Les Échos. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure. Excellente semaine à tous. Merci Hélène Jouan. C'était le grand rendez-vous Europe 1 CNews et Les Échos.